Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, la page 20b, et on est au niveau de Rabbi Zera. Je reprends en fait donc la Braïta. Il y a une Braïta donc qui nous a été enseignée à partir d'un livre particulier. On ne revient pas sur ce sujet. La conjonction de la lune a lieu avant la mi-journée ou après la mi-journée, et donc ça porte la conséquence. C'est ce que disait la Braïta. Et on raconte une anecdote, on explique cette braïta à partir de ce que dit Rabbi Zera. Lorsque Rabbi Zera est monté en Eretz Israël, il a envoyé à ses collègues en Babylonie les déclarations suivantes qu'il avait donc apprises en Eretz Israël, et il a dit comme ça: il est impératif que la nuit et le jour fassent partie du même mois. Et en ce qui concerne cette braïta, celle qu'on a donc citée, dont a parlé Abba, le père de Rav Simlai, Marchevin et Toladto. Nous calculons la conjonction de la lune. Alors, quand il dit ça, en fait, on apprend ici que c'est une mitzvah pour le Beddin de calculer le molad. Nous calculons la conjonction, ça veut dire que le Beddin appliquait ses calculs pour déterminer c'était quoi le molad. Et à partir du molad, d'accord, donc en se fondant sur le molad et sur d'autres paramètres, donc s'il est possible de voir la nouvelle lune, et ce, afin de pouvoir réfuter les faux témoins, la terminologie employée par le Rambam laisse entendre que pour le Beddin, c'est un commandement positif de la Torah d'effectuer ces calculs. Donc le Rambam, a priori, pense que c'est une mitzvah de faire le calcul du molad. Et donc, voilà, première chose. Et puis, par ailleurs, on vient d'apprendre donc quand il y avait un cas de force majeure, on avait besoin donc de retarder le Rosh Chodesh, par exemple, et donc on réfutait les témoins à partir de ces calculs du molad. C'est-à-dire que le calcul du molad pouvait déterminer, finalement, si un témoin avait vu la lune, on pouvait lui dire, par exemple, le molad, en fait, il n'est pas encore arrivé. Donc finalement, la réfutation des témoins, finalement, elle n'est pas aussi gratuite que ce que je croyais, comme on avait vu avant, parce qu'au fond, en fonction de là où se trouve le molad, comme on vient de voir donc dans la Braïta, s'il est avant la mi-journée ou s'il est après la mi-journée, il y aura moyen de réfuter un témoin ou d'être obligé de l'accepter. Alors, c'est ce qu'il dit. Nolad kodem chatzot, donc, si la conjonction a eu lieu avant la mi-journée, il est évident qu'elle était visible à l'approche du coucher du soleil, nous dit la Gemara. Donc il est évident qu'elle était visible à l'approche du coucher du soleil. Donc s'il y a eu la conjonction avant la mi-journée, donc avant la moitié de la journée, c'est ça que ça veut dire tout simplement, et bien quelques heures après, au moment où il y a le coucher du soleil, on va effectivement pouvoir observer la lune. Et donc si un témoin vient te dire qu'il y avait la lune à ce moment-là, il a tout à fait raison, parce que le molad est passé avant ça. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout de suite après le molad, la conjonction, le croissant de la lune est trop petit pour être visible à l'œil nu, comme l'a expliqué la Gemara, ou comme va l'expliquer bien sûr la Gemara. Un laps de temps environ de 6 à 10 heures on a besoin. Donc selon l'endroit où se trouve l'observateur, doit s'écouler après le molad pour que la lune devienne visible à l'œil nu. Les témoins qui ont vu la nouvelle lune ont porté témoignage en Eretz Israël, selon l'explication que donne Rashi au passage de la Gemara qui suit, la nouvelle lune devient visible 6 heures après le molad. Par conséquent, le molad doit avoir lieu au moins 6 heures avant la tombée de la nuit, pour que ça marche. Et c'est pour ça qu'on parlait donc avant la mi-journée. 6 heures, c'est-à-dire que c'est à peu près la moitié de la journée. Voilà, pour que la lune soit visible ce jour-là, on dirait ça. Nogmara fait référence à une période de l'année où la durée du jour est égale à celle de la nuit, c'est-à-dire aux équinoxes. À cette période, il y a donc 6 heures standards entre une mi-journée et le coucher du soleil. Donc, ici, le molad doit avoir eu lieu avant la mi-journée pour que la lune soit visible. C'est compréhensible tout ça. J'étais en train de penser, en hiver, c'est vrai que les demi-journées, ça peut aller à peine à 3-4 heures maximum. Donc c'est vrai que, est-ce que ça marcherait en hiver? Peut-être pas, et c'est ce qui expliquerait qu'en hiver, il y a peut-être il y a plus de jours, on va dire, de Rosh Chodesh qui durent 2 jours, parce que le molad ne peut pas déterminer le Rosh Chodesh tout de suite. Enfin, je sais pas. On verra. Alors, l'onolad kodem chatzot, si la conjonction n'a pas eu lieu avant la mi-journée, donc elle vient après la mi-journée, il est donc évident, beyadoua, shelonir et samuch lashkia achama, donc il est évident qu'elle n'était pas visible à l'approche du coucher du soleil ce jour-là.
Donc, si on est après les 6 heures là, ok, pendant les 6 premières heures qui suivent le molad, la lune est trop petite pour être vue. Donc si quelqu'un l'a vue, alors soit il a eu des visions, soit qu'est-ce que ça veut dire? Mais au final, qu'est-ce qu'il dit en fait dans la Gemara ici? Alors dans cette Braïta, donc d'accord, on est en train d'expliquer la Braïta tout simplement. Donc en fait, ce que nous avait dit la Braïta, c'est expliqué exactement ici. Si la conjonction a lieu avant la mi-journée, alors lorsqu'elle était, elle était visible à l'approche du coucher du soleil, et donc effectivement ça aurait dû être Rosh Chodesh. Mais si la conjonction avait eu lieu avant la si elle n'a pas eu lieu avant la mi-journée, donc qu'elle a eu lieu après la mi-journée, et donc il est évident qu'elle n'était donc pas visible quand on s'est rapproché du coucher du soleil. On pourrait dire par exemple que quelqu'un qui aurait vu la lune vers la fin de la nuit, là on a au moins 6 heures établies même après le coucher du soleil. Donc le molad aurait eu lieu après le coucher du soleil, pardon, après la mi-journée, et puis il voit finalement la lune, mais genre après minuit par exemple. Le début de la nuit, il n'y avait pas de lune, donc ça ne peut pas être Rosh Chodesh, même si on a vu la lune. Alors, un cas par exemple extrême, où on a un cas où il peut y avoir des témoins qui sont des vrais témoins, mais d'après le calcul, ils ont vu la lune à une heure qui était trop tardive par rapport à ce que ça aurait dû. Peut-être. Bon, voilà. En tout cas, à l'approche du coucher du soleil, il n'y avait pas de lune. Donc, mais en tout cas, ce que nous dit ici le texte de la Gemara, ça indique que pour qu'il y ait témoignage valide, au fond, il faut que ce soit au niveau du coucher du soleil, dès que la lune se lève, au fond. C'est-à-dire, dès le moment où il y a le coucher du soleil, il faut pouvoir éventuellement voir la lune. Si on ne la voit pas, c'est que ça n'est pas le moment de faire Rosh Chodesh. On a besoin de la lune quand elle approche le coucher du soleil. Ça, c'est ce qui... Alors, la Gemara remet en question l'explication de la Braïta qui a été donnée par Rabbi Zera, nous dit ici Artzkol, les Maï Nafkamine. Quelles sont les conséquences pratiques? En gros, petite explication donnée derrière, y a-t-il dans le fait que nous sachions quelles conséquences il y a pratiquement, enfin à quoi ça sert, de savoir finalement calculer le moment de la conjonction? De toute façon, nous nous fondons sur des témoins qui ont vu la nouvelle lune pour sanctifier le nouveau mois et pas sur le calcul. Ça, c'est ce que dit Rashi. Donc, puisque de toute façon, on a besoin de témoins, que je connaisse le molad ou que je ne connaisse pas le molad, ça ne change rien. C'est ce que pose comme question la Gemara par rapport à ce qui a été expliqué par Rabbi Zeira sur la Braïta. Alors, Ravashi répond, Ravashi dit, Amar Ravashi, les achrouché sahadé. Eh bien, justement, on peut refuter des faux témoins à ce moment-là. Donc, en fait, ce qui nous explique, ce qu'on a un petit peu expliqué tout à l'heure. Alors, si le molad a eu lieu, nous dit le commentaire, on va lire le commentaire pour bien comprendre. Si le molad a eu lieu après la mi-journée, et que des témoins ont dit qu'ils ont vu la nouvelle lune ce soir-là, avant le coucher du soleil, nous pouvons être certains que ce sont des faux témoins. Ah, c'est encore pire que ça. Donc si tu as des types qui nous viennent dire « j'ai vu la lune » alors que, d'après les calculs, la lune n'était pas visible, ça prouve de manière claire et nette que ces témoins n'étaient pas des vrais témoins. Ils se moquent du monde. Ils ont vu un nuage, ils ont pris ça pour la lune. Il est toutefois possible qu'ils aient été de bonne foi et tout simplement vu un nuage blanc ayant la forme de la lune, ce qui leur a laissé croire qu'ils avaient vu la nouvelle lune. Voilà. C'est marrant, on a eu la même idée. Alors, le fait que le molad, ou alors je lis des lignes en avance sans me rendre compte, de manière, inconsciente, ce qui n'est pas impossible. Alors, le fait que le molad se produise avant ou après la mi-journée a des conséquences même à notre époque. Alors, je répète. Alors oui, c'est ça, il y a des conséquences même aujourd'hui de ce problème, où nous suivons donc un calendrier qui est fixe, où la question des faux témoins ne se pose pas. Donc aujourd'hui, on n'a pas de problème théoriquement de témoignage ou pas de témoignage, puisqu'on a le calendrier qui est complètement fixe. Mais le molad va nous servir. Un molad qui a lieu après la mi-journée, il est dénommé le molad zaken, c'est-à-dire le vieux molad.
Pourquoi? Parce qu'il se produit à une heure tardive, durant laquelle le jour est considéré donc comme vieux. Donc, on est dans un molad zaken, le vieux jour. L'une des caractéristiques de notre calendrier actuel, mais ça ne dit pas quel est le problème. Alors, bon, imaginons donc ce molad tardif, qui veut dire après la mi-journée. Une des caractéristiques du calendrier d'aujourd'hui, c'est que, à part certaines exceptions, la fête de Rosh Hashanah tombe le jour où se produit le molad de Tishri. Donc, Rosh Hashanah doit tomber le jour où se produit le molad, au mois de Tishri. Une des exceptions qui entraîne le report de Rosh Hashanah au lendemain du molad survient lorsque le molad de Tishri est un molad zaken. Ça veut dire que, normalement, Rosh Hashanah tombe au molad, à la conjonction quand la lune arrive pile entre le soleil et la terre, je répète, mais il peut arriver que ce soit un molad zaken, c'est-à-dire qu'il arrive à la mi-journée, et à ce moment-là, Rosh Hashanah sera décalé le jour d'après. C'est-à-dire qu'il a lieu après la mi-journée. La raison pour laquelle on effectue ce report est tirée de la Gemara. Lorsque l'on se fondait sur des témoignages pour sanctifier les mois, le jour où un molad zaken avait lieu n'était forcément pas Rosh Chodesh, car il était impossible de voir la lune ce jour-là. C'est-à-dire, on ne pouvait pas voir la lune avant le coucher du soleil. Et donc, au début de la nuit, il n'y avait pas de lune. Puisqu'il n'y avait pas de lune, c'est que ce n'était pas encore l'heure. À notre époque également, Rosh Hashanah ne peut pas tomber le jour où un molad zaken donc se produit tout simplement. Donc, même si le calendrier est fixe, par le calcul, si le molad se fait plus tard, à la mi-journée, on déclarera Rosh Hashanah qui tombe plus tard et pas le jour dit du molad, puisque c'est un molad zaken. Rabbi Zecharia Halevi a formulé une autre interprétation de cette sugiya, d'accord, de ce passage, qui a des conséquences importantes sur la détermination par la halacha. Alors, de la détermination de quoi? De la détermination par la halacha de la ligne de changement de date. Donc, quand est-ce qu'on change de date? On trouvera à la fin du présent ouvrage un résumé de son explication et des conséquences halachiques qui en découlent. Alors, à la fin de cet ouvrage, on va vérifier la fin de cet ouvrage pour voir de quoi il parle. Donc ici, il y a des définitions. Je vais juste jeter un coup d'œil. Oh, magnifique. Ligne de changement de date. En fait, vous avez ici toutes les longitudes. Et vous avez ce qu'on appelle les lignes de changement. Les lignes de changement internationales. Ah, c'est mignon. Bon, on va pas... si vous voulez le faire, je vous invite à aller le voir de vous-même. Ça va se faire en privé. Parce que c'est un petit peu long. Il y a 4-5 pages uniquement pour ça. Et c'est bien fourni. Mais c'est bien expliqué. Il y a des belles cartes. Avec même le tracé de Greenwich, si vous connaissez. Très intéressant. Alors, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Donc là, on n'est pas en train d'analyser la halacha, on est en train d'analyser la Gemara. Comment est-ce que les gens réfléchissent pour arriver à des résultats. Ok. Alors on continue. La Gemara analyse en détail la visibilité de la Lune lorsque celle-ci est proche du lieu de conjonction maintenant. D'accord? Donc on en est à cet endroit. On va maintenant parler de Rabbi Zera. Comment on détermine la visibilité de la Lune lorsqu'on approche de cette conjonction, de ce moment particulier où la Lune passe précisément entre le Soleil et la Terre, mais sur la ligne, sur l'alignement Terre-Soleil. Hein. C'est ça la ligne de conjonction. La ligne, voilà. Alors on y va. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Nachman. Rabbi Zera a dit au nom de Rav Nachman. Esrim ve'arba'a sha'e mekase sihara. La lune est dissimulée, c'est-à-dire invisible, pendant 24 heures. Donc je vais avancer. Il y a un grand commentaire qu'on devrait faire ici qui va prendre au moins une demi-heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer dans la Gemara et on reviendra sur ce commentaire qui va nous expliquer de manière beaucoup plus claire les 4 lignes qui va suivre. Hein.
Vraiment, pour 4 lignes, on a besoin de 2 pages de commentaires. Alors, on reprend. Rabbi Zera a dit au nom de Rav Nachman, Esrim ve'arba ashare merkase sihara. La lune est dissimulée, c'est-à-dire elle est invisible, pendant 24 heures. Ok? Donc la lune est dissimulée 24 heures. Bon, en gros, l'explication qu'il va avoir, c'est une explication un peu astronomique pour ceux que ça intéresse, donc ça sera très intéressant. Pour nous, les Didanes, qui habitons la Babylonie, donc c'est-à-dire pour ceux qui habitent la Babylonie, les Didanes, pour nous, sous-entendu les Babyloniens, c'est-à-dire les Juifs qui habitaient là-bas, Shit me'atika vetamne sare mechadta. 6 heures de l'ancienne et 18 de la nouvelle. Donc, ce que dit ici les Babyloniens, c'est que la lune est invisible. Hein, je lis les interlignes maintenant. La lune est invisible pendant 6 heures de l'ancienne lune et pendant 18 heures de la nouvelle lune. Donc la lune, quand elle est cachée, on parle, donc l'ancienne lune, c'est avant qu'elle arrive à la conjonction, la nouvelle lune, c'est après la conjonction. Ok? Donc il dit que quand tu habites en Babylonie, l'observation de la lune, quand elle est invisible 6 heures de ce qui était l'ancienne lune, c'est-à-dire de la conjonction que tu peux observer à partir de la Babylonie, et de 18 de la nouvelle lune. Donc à partir toujours de la Babylonie, cette observation. Donc elle est invisible 24 heures, mais ces 24 heures sont à répartir par rapport à une ligne de conjonction liée à la position de la Babylonie sur une carte, sur une map monde. Hein. Pour eux qui habitent en Eretz Israël, les Didéou, pour eux, donc c'est-à-dire les habitants d'Israël, Shit mechadta vetamne sare me'atika. Elle est invisible pendant 6 heures de la nouvelle lune et pendant 18 heures de l'ancienne lune. Ok? Bon, normalement c'est pas compliqué. C'est juste que les commentaires qui vont arriver après sont des commentaires où on va apprendre un peu, on va voir ça en détail, quoi. Alors, l'Agmara pose la question, on continue. Lema nafkamine, quelle est la conséquence pratique? Ravashi répond. Les achouché sahade, à savoir que c'est des connaissances utiles quand il faut réfuter des faux témoins. Ok? Bon, je pense que c'est plutôt clair. C'est même très très clair. Mais j'ai pas envie de rater ces commentaires, donc on va revenir sur le passage qu'on vient de lire et on va passer à la partie des commentaires, du long commentaire qui est là. Alors on reprend. Donc rapidement, Rabbi Zera a dit au nom de Rav Nachman que la lune est dissimulée. Alors on va essayer de comprendre pendant 24 heures. On va essayer d'expliquer comment c'est possible que finalement la lune soit dissimulée 24 heures, d'où ça sort. Alors on y va. Alors, qu'est-ce que nous dit le commentaire ici? Il dit que lorsque la conjonction a lieu, la Lune se déplace vers l'Est et quitte son alignement avec le Soleil et la Terre. Le croissant de la Lune est tellement petit qu'il est invisible à l'œil nu. D'accord? Donc, dès qu'on déplace cette conjonction, dès qu'on sort de la conjonction, le croissant de Lune est trop petit pour être visible, tout simplement. De même, à la fin du mois, lorsque la Lune s'approche du lieu de conjonction, en venant de l'Ouest, son croissant est à nouveau trop petit pour être visible. Donc on a juste, il faut simplement imaginer ce point de conjonction quand la Lune est pile alignée entre le Soleil et la Terre, et il y a un petit peu avant et un petit peu après. Un petit peu avant, il y a en fait un croissant de Lune qui est là, mais trop fin pour être visible, et un petit peu après, pareil, il y a un croissant de Lune qui est là, mais pareil, trop fin pour être visible. C'est-à-dire que le renouveau de la Lune commence, mais trop fin. Bon, tout ça, ça prend 24 heures. Il y a donc une possibilité d'invisibilité entre la disparition de l'ancienne Lune et l'apparition de la nouvelle. Alors, est-ce que ça prend 24 heures? On va voir. Mais on va voir justement ce qu'on appelle. L'ancienne Lune est invisible à la fin de son cycle, alors que la nouvelle Lune est invisible au début de son cycle. Donc, on a deux invisibilités. On a une invisibilité liée à la fin du cycle, avant le point de conjonction, et une invisibilité au début du cycle,
après le point de conjonction. Donc la Lune est invisible avant et après le molad, tout simplement. On a deux périodes d'invisibilité, puisque le croissant est beaucoup trop petit, d'accord, mais qui sont des invisibilités liées soit avant le molad précisément, ce moment précis où on passe la ligne de conjonction, soit après la ligne de conjonction. Rabbi Zera nous enseigne au nom de Rav Nachman ici que la période totale d'invisibilité en tout c'est donc 24 heures. Mais le nombre d'heures parmi ces 24 heures qui se situent avant et après la conjonction dépend du lieu géographique de l'observateur, comme le dit plus loin la Gemara. Cependant, la durée minimale d'invisibilité de la Lune est toujours de 24 heures. Donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur la Terre, en quelque sorte, ce sera a priori toujours 24 heures que va durer cette invisibilité. Mais en fonction de là où tu te trouves sur la longitude, probablement, eh bien, cette invisibilité ne sera pas répartie de la même façon par rapport à la ligne de conjonction. Et c'est ce qui explique que tu as une invisibilité, on va dire, liée à la fin du cycle dans un cas, et à ce renouveau dans un autre cas. D'accord? Et que ce n'est pas le même nombre d'heures qui va se répartir en fonction de là où tu habites. Alors, en fait, ici il y a écrit dans le commentaire que c'est une note introductive qui concerne la Gemara qui suit. Or, la Gemara, on l'a déjà dite, d'accord, pour ce qui suit, mais ça va servir probablement pour ce qui va continuer par la suite. Donc, on va introduire un peu les fonctionnements, comment dirais-je, de la Lune et les observations de la Lune dans la nuit ou par rapport au Soleil et au coucher du Soleil, etc. Alors, juste une chose. Il y a dans ce livre pas mal, j'ai envie de dire, de petits dessins. Pour suivre bien, comme je l'ai déjà dit, il vaut mieux avoir un petit bagage de vidéos explicatives sur le fonctionnement de la Lune et du coucher de Soleil et des positions de la Lune dans le ciel. Ce genre de vidéo, ce sera parfait pour pouvoir aborder tout ce qui concerne ce sujet, pour comprendre, on va dire, avec facilité, ce que je vais lire dans le commentaire de Hardscroll tout de suite. Je vous fais une seconde de pause, et la seconde, même pas, vient de passer. Alors, il est connu, donc on fait cette note introductive, on y va. Alors, il est connu que le soleil se lève tous les matins à l'est. Le soleil se lève à l'est, au-dessus de l'horizon. Et il se déplace vers l'ouest. Et se couche donc le soir à l'ouest. Donc il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Pourquoi? C'est à cause de la rotation quotidienne de la Terre qui va d'ouest en est. Donc quand la Terre tourne, elle tourne d'ouest en est. Et donc quand le soleil se lève, il se lève vers l'est. Puis de la même manière, par rapport à la Terre qui tourne, elle tourne et donc le soleil donne l'impression de se coucher, parce que elle ne bouge pas, c'est la Terre qui bouge, elle se couche à l'ouest. Très bien. En septembre et en mars, les mois qui correspondent à peu près aux mois de Tishri et de Nissan, il y a environ 12 heures entre le lever et le coucher du soleil. Donc quand on parle de Tishri et de Nissan, il faut comprendre derrière qu'on est on est à peu près à la période des équinoxes en général. Donc c'est environ 12 heures de soleil et 12 heures de nuit. Ok? Il y a donc environ 12 heures entre le lever du soleil et le coucher du soleil. L'ensemble de la sphère céleste, on est dans cette période, et pas seulement le soleil, tourne en fait quotidiennement d'est en ouest. Donc l'espace, quand vous le voyez, il tourne comme le soleil, en fait, c'est normal, puisque c'est la Terre qui tourne. En particulier la Lune aussi. Alors la Lune, peut-être c'est différent. En particulier, la Lune aussi se lève tous les jours en fait à l'est, au-dessus de l'horizon, mais se couche à l'ouest environ 12 heures plus tard. Et se couche à l'ouest, environ 12 heures plus tard. Ceci en plus de la rotation mensuelle de la Lune autour de la Terre. Donc on a en fait un double effet. Un effet de la rotation de la Lune elle-même, qui tourne autour de la Terre, et puis un effet de la rotation de la Terre elle-même, qui quand elle tourne, fait lever la Lune à l'est, pour qu'elle se couche à l'ouest. Jusque-là, tout va bien. Si vous avez une petite mate-monde, et vous mettez à côté de la mate-monde une petite boule de comment on appelle ça,
une petite balle qui représentera la Lune, vous pouvez imaginer comment ça fonctionne. Hein. Vous ne bougez pas la Lune, faites juste bouger la mate-monde autour d'elle-même. Vous allez voir tourner comment c'est possible qu'effectivement la Lune se lève et se couche. Se lève à l'est, se couche à l'ouest. Bien entendu, on ne peut voir la Lune que si elle se situe au-dessus de l'horizon. C'est-à-dire que l'horizon, c'est cette séparation entre le jour et la nuit. Pas du tout. C'est le bout de la Terre, comme ça. D'accord? Mais des fois, la Lune, elle peut être au-dessus de l'horizon ou en dessous de l'horizon, en fonction de ces périodes. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Écoutez bien. Bon, ça, c'est vraiment, on est en train de faire de l'astronomie, on explique le cycle de la Lune d'un point de vue très rationnel. Hein. Il n'y a aucun... C'est une explication, comment dirais-je, mathématique, physique. Bien entendu, on ne peut voir la Lune que si elle se situe au-dessus, de l'horizon. En dessous, on ne peut pas voir. Parce qu'en dessous de l'horizon, on ne voit rien. Hein. On ne peut voir que ce qui est au-dessus. Très bien. C'est-à-dire entre son lever et son coucher. Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que, comme pour le Soleil, la Lune se lève et se couche par rapport à la mate-monde, par rapport à la Terre qui tourne autour d'elle-même. Et bien, de la même façon que pour le Soleil, on peut voir la Lune se lever et la Lune se coucher. Donc, quand elle se lève au-dessus de l'horizon. Et quand elle se couche en dessous de l'horizon. Elle se lève donc, on répète, à l'est et se couche à l'ouest. Bien. Mais même lorsque la Lune est suffisamment grande et qu'elle se trouve au-dessus de l'horizon, eh bien, malgré tout, elle n'est pas toujours visible. Donc, des fois, voilà. D'ordinaire, elle est invisible pendant la majeure partie de la journée. Pourquoi? Car la lumière du jour masque celle de la Lune, qui, elle, est bien plus faible. Donc, comme il fait très brillant par rapport à la journée, donc des fois, en réalité, elle pourrait être au-dessus de l'horizon, et on aurait pu la voir, mais on ne peut pas la voir à cause d'une trop forte lumière du Soleil qui chasse en quelque sorte la luminosité de la Lune, et donc on ne la voit pas. Les heures du lever de la Lune varient au cours du mois, au début et à la fin de chaque mois. D'accord? Donc, il y a le lever de la Lune et le coucher de la Lune qui existent autant que pour le coucher du Soleil, etc. Alors justement, au début et à sa fin de chaque mois, c'est-à-dire vers l'heure du molad. Donc les heures du lever de la Lune varient au cours du mois. Au début et à la fin de chaque mois, c'est-à-dire vers l'heure du molad, la Lune est très proche du Soleil. Donc quand on arrive au début et à la fin de chaque mois, au moment du molad, la conjonction, au moment de la ligne de conjonction, donc la Lune est en fait très proche du Soleil. Et se lève le matin à peu près à l'heure du lever du Soleil. Puisqu'on est au plus proche du Soleil quand on est entre le Soleil et la Terre, la Lune est donc du côté du Soleil, puisqu'elle est alignée avec le Soleil à ce moment-là. D'accord? Et donc quand la Lune elle se lève quasiment en même temps que le Soleil. Et puisqu'elle est proche du Soleil, eh bien, on ne la voit pas certainement. La Lune est très proche du Soleil et se lève le matin à peu près à l'heure du lever du Soleil et se couche le soir vers l'heure du coucher du Soleil. Comme on a expliqué plus haut, la Lune se situe donc à l'est du Soleil, après le molad. Par conséquent, dans le cycle journalier du Soleil vers l'ouest, la nouvelle Lune située derrière le Soleil suit ce dernier de près et se lève et se couche ainsi quelques minutes après lui. Très bien. Donc on observe ce croissant à côté du Soleil et on l'observe aussi bien au lever qu'au coucher. Ainsi, le matin, le Soleil levant est plus haut que la nouvelle Lune au moment où cette dernière se lève également. Le soir, le Soleil couchant est donc plus bas que la Lune au moment où celle-ci se couche également. On a des schémas ici qui soulèvent bien ce problème. Bon. Or, aux environs de l'heure du molad, c'est-à-dire que quand on approche du molad, au début et à la fin de chaque mois, le croissant visible de la Lune est très petit. Par conséquent, la nouvelle Lune n'est pas visible lorsqu'elle se lève le matin, car le Soleil se situe juste au-dessus d'elle et donc éclaire le ciel à l'est, et sa brillance masque ce petit croissant qui est né. D'accord? Dans ce moment où elle est complètement alignée avec la Lune. C'est trop mince. Par contre, à l'approche de la nuit, le Soleil se couche avant la nouvelle Lune.
Donc, puisque le soleil se couche avant que la lune ne se couche, après le coucher du soleil, on peut éventuellement, le ciel est sombre, et la fin du croissant de lune est donc visible, la lune nouvelle peut être vue quelques instants avant le coucher du soleil. Puisque le soleil est plus bas que la lune, et qu'il est sur le point de se coucher, le ciel est assez obscur pour que l'on puisse voir la lune. Tout simplement, le soleil est bas, la lune est couchée, le soleil s'est couché, la lune est sur le point de se coucher, mais on peut encore le voir, car le ciel est bien obscur, très bien. Et ça explique pas mal de choses en vérité, là, que l'on peut observer dans la lune. Si vous avez déjà été un peu passionné par les clairs de lune, les clairs de... quand la lune se lève et elle se couche, l'impression de grandeur quand elle est tout en bas de l'horizon, eh bien ça explique pas mal de choses en réalité tout ça. Hein. Alors, en ce qui concerne l'ancienne lune, donc l'ancienne lune, je rappelle, c'est lorsqu'on est avant le molad. Hein. La situation est inversée. L'ancienne lune se situe en fait à l'ouest du soleil et devance donc ce dernier dans le cycle journalier vers l'ouest. Alors qu'est-ce que c'est que l'ancienne lune ici, dans ce jargon? Pourquoi l'ancienne lune? Qu'est-ce que ça veut dire? On est avant le molad, mais on est toujours aligné par rapport au soleil. Ça ne devrait pas changer, ça. Donc l'ancienne lune, ça c'est bizarre, ça. Bon, alors je recommence. En ce qui concerne l'ancienne lune, la situation est inversée. L'ancienne lune se situe à l'ouest du soleil et devance donc le dernier dans le cycle journalier vers l'ouest. C'est-à-dire qu'elle se lève et se couche quelques minutes avant le soleil. Ah! Donc par rapport à l'ancienne lune, c'est tout simplement qu'on est un peu au-dessus du soleil. Donc je répète, est-ce que c'est ça? Je vérifie parce que j'ai l'impression que j'ai pas suivi. En ce qui concerne l'ancienne lune, la situation est inversée. L'ancienne lune se situe à l'ouest du soleil. Ok, et devance donc ce dernier dans le cycle journalier vers l'ouest. C'est-à-dire qu'elle se lève et se couche quelques minutes avant le soleil. Donc en fait, cette fois-ci, l'ancienne lune, donc on est toujours à côté, je pense, donc du molad, mais l'ancienne lune, c'est avant qu'elle ne traverse ce passage du molad. Donc on est avant le soleil, tout simplement. Et puis après, on est après le soleil. Donc le soleil va se coucher avant. La lune va se... on est avant. Il faut imaginer qu'ils sont alignés. D'accord. D'accord. Ok. Ça y est, Ainsi, le matin, avant le lever du soleil, lorsque le ciel est encore obscur, donc on est avant le lever du soleil, la petite lune qui, elle, s'est déjà levée, est donc visible dans la partie du ciel. Hein? Donc ça, c'est souvent la veille de Rosh Chodesh. Donc. Par contre, à l'approche du soir, la lune se couche avant le soleil et donc pas visible dans le ciel éclairé avant son coucher. Ainsi, l'ancienne lune n'est visible que tôt le matin, dans la partie est du ciel. Donc l'ancienne lune, c'est avant la conjonction, mais avant la conjonction, cette lune se trouve dans une position par rapport au soleil qui fait qu'elle se couche avant le soleil. Et donc quand la nuit arrive, on ne peut plus voir la lune, même si elle est encore sous sa forme de croissant, parce qu'elle est passée en dessous de l'horizon, avant le soleil. Par contre, au petit matin, on peut encore la voir, mais seulement au petit matin. Donc, en effet, en bref, la nouvelle lune n'est visible que le soir, dans la partie ouest du ciel, alors que l'ancienne lune n'est visible que le matin, dans la partie est. Rashi dit que la nouvelle lune est visible au sud-ouest et que l'ancienne lune est visible au sud-est plutôt qu'à l'ouest. Et à l'est, là je sens que vous êtes, comment dirais-je, un peu... je vais le refaire parce que ça embrouille un peu la chose. Je répète, donc Rashi nous dit qu'en fait la nouvelle lune, elle est visible du côté du sud-ouest. Hein, il faut avoir une bonne idée de où se trouve l'ouest et l'est. Hein, et que l'ancienne lune est visible au sud-est plutôt qu'à l'ouest et à l'est respectivement. Donc c'est pas vraiment l'est ou l'ouest, mais c'est plutôt sud-est et sud-ouest. Ok ? Apparemment, Rashi fait allusion à la position de la lune par rapport au soleil. Donc sud, c'est par rapport en fait en dessous du soleil, quoi. C'est-à-dire que l'on peut voir la nouvelle lune dans l'hémisphère nord en train de se coucher à l'ouest, au sud du soleil, et on peut voir donc également l'ancienne lune en train de se lever à l'est, au sud du soleil. Autre explication, Rashi veut dire ici qu'il y a, veut dire ici ce qu'il a dit dans la page 24a, qu'on verra plus tard, à la fin donc, Kan Bimot Achama,
sur le cycle du Soleil, à savoir que la nouvelle lune est toujours au sud-ouest. L'affirmation de Rachi en 24 est problématique et on verra probablement pour des raisons de calcul astronomique. Alors quoi qu'il en soit, c'est la direction est-ouest de la Lune qui a de l'importance dans notre passage de Gemara et non pas la direction nord-sud. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc c'est ce décalage est-ouest qui vient ici nous aider à comprendre comment fonctionne cette Gemara. Alors si je reviens sur la Gemara, donc on a compris maintenant un peu mieux, on a une explication plus ou moins astronomique là, pour ceux qui ont bien suivi, de comment finalement la Lune se lève et se couche en fonction qu'on se trouve avant donc la conjonction et après la conjonction, le molad. Ok? Donc si on reprend notre passage de Gemara pour faire la suite des commentaires, on va le reprendre rapidement. Donc Rabbi Zera nous a dit au nom de Rav Nachman que la Lune est donc dissimulée pendant 24 heures. Pour nous qui habitons en Babylonie, elle est invisible 6 heures par rapport à l'ancienne Lune et 18 heures par rapport à la nouvelle Lune. Donc on a bien compris finalement que l'ancienne Lune c'est bien en dessous de la conjonction, ce qui implique que la Lune se couche avant le molad, que la Lune se couche avant le Soleil par rapport à l'ancienne Lune, mais qu'on peut la voir en premier au petit matin, au lever du Soleil. Par contre, que la nouvelle Lune, elle est difficilement visible au tout début, c'est-à-dire après la conjonction, elle est difficilement visible, et c'est pour ça qu'il parle ici de 18 heures, c'est-à-dire qu'elle est difficilement visible au moment du coucher du Soleil, ou plutôt du lever du Soleil, mais elle est plus facile à voir au moment du coucher du Soleil. Et c'est pour ça qu'on va parler de nouvelle lune qui dure 18 heures ici, probablement. Mais c'est inversé quand on est en Israël. Alors, on va voir justement pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici au niveau du commentateur? Donc, l'ancienne lune, elle est invisible 6 heures, et la nouvelle lune est invisible 18 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ainsi que nous l'avons donc expliqué, ci-dessus, donc la grande explication sur le fonctionnement de la Lune, plus la Lune est proche du lieu de conjonction, plus son croissant visible est réduit. Et plus elle est éloignée de la conjonction, avant ou après y être parvenue, et plus son croissant est grand. Rashi explique, au nom du Rav Sadia Gaon, que pendant les 6 heures qui précèdent et les 6 heures qui suivent la conjonction, le croissant de la Lune est tellement petit qu'il est totalement invisible, quelle que soit la position de l'observateur. Pendant 12 heures supplémentaires, c'est-à-dire 18 heures en tout, avant et après la conjonction. La Lune est donc invisible dans certains lieux, mais visible ailleurs. Lorsque la Lune se situe à plus de 18 heures du molad, avant ou après celui-ci, tout le monde est donc à même de la voir. Voilà. Le 18 heures, c'est donc, en fait, il y a des régions où on va pouvoir le voir tout de suite, mais pas vraiment partout. Pas partout. Donc, quand est-ce que tout le monde peut la voir? C'est cette dimension des 18 heures qui a été expliquée ici. La Babylonie se situe à l'est d'Eretz Israël. Puisque l'ancienne lune est visible à l'est, les Babyloniens bénéficient d'un point de vue qui est avantageux, et donc peuvent voir l'ancienne lune à l'est jusqu'à 6 heures avant le molad. Mais, en ce qui concerne la nouvelle lune, qui est donc visible à l'ouest, donc les Babyloniens sont un peu plus excentrés par rapport à l'ouest, les Babyloniens sont donc désavantagés, ne peuvent la voir que 18 heures après le molad. Donc Rabbi Zera déclare que pour les Babyloniens, les 24 heures d'invisibilité sont composées en fait des 6 dernières heures de l'ancienne lune et de 18 premières heures de la nouvelle lune, parce que leur position géographique fait que par rapport au moment où la lune se couche, de l'autre côté, eux, ils ne peuvent plus la voir. Ils ne peuvent la voir que les 6 dernières heures de ce moment-là. Bon. Alors on continue. Pour eux qui habitent en Eretz Israël, donc, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous avait dit qu'en réalité, elle va être donc 6 heures pour la nouvelle lune. Elle est invisible pendant 6 heures pour la nouvelle lune et 18 heures à l'ancienne lune. Bon, on a compris, c'est complètement inversé parce que on est juste après le molad. Comme on a dit, le soleil, du coup, si je me rappelle bien, ça veut dire qu'il se couchera avant la lune à ce moment-là. Ok? Donc, Eretz Israël se situe à l'ouest de la Babylonie. Par conséquent, les habitants d'Eretz Israël bénéficient d'un point de vue avantageux lorsqu'ils vont observer la nouvelle lune dans l'ouest du ciel. Et c'est pour ça qu'ils peuvent la voir les 6 heures. Elle n'est invisible que pendant 6 heures. Et ils peuvent déjà voir 6 heures après le molad, la lune. Par contre, l'ancienne lune, qui elle est visible à l'est,
Elle est invisible aux habitants d'Israël pendant les 18 heures qui précèdent le Molad. Et donc, on a ici, pareil, 24 heures d'invisibilité en Eretz Israël, mais qui sont composées des 6 heures premières de la nouvelle lune et des 18 heures dernières de l'ancienne lune. C'est ce que nous dit Rashi. Alors, très bien, mais on a ici une explication qui va nous prendre pas mal de temps de Rashi lui-même. Alors, c'est une explication sur ce que dit Rashi. Non pas de Rashi, mais sur ce que va dire Rashi. Alors, le commentaire de Rashi, je vais vous le dire dans une autre vidéo, parce qu'il est vraiment trop long, et que j'ai un peu mal à la gorge là. À la prochaine.